rendez-vous du Mondial du bâtiment, Construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croiset. Construction 4.0, on parle de la construction, on va dire, de demain, qui est déjà celle d'aujourd'hui. C'est une séquence où on parle beaucoup de Lean, de BIM, de 3D, qu'on a déjà évoqué depuis ce matin, aussi de hors-site. Et la question qu'on se pose ce mois-ci concerne la notion de coût global dans l'immobilier. Comment le hors-site peut-il aider à réduire les coûts d'exploitation ? Pour en parler, on est ravis d'accueillir Max Sissoun. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur économiste, auteur aussi, alors je vais faire la petite page de pub, voilà, de outils pour sécuriser les contrats de maintenance de bâtiments, que vous avez écrit également avec Anissa, voilà ça, exactement, qui est aux éditions Le Moniteur, c'est ça. Donc, et qui vient de sortir. Voilà, et donc vous êtes, on va dire, spécialiste de ces questions, notamment de coût global. Tout à fait. Voilà, donc vous allez pouvoir nous éclairer sur le sujet. On est également en ligne, et merci d'être avec nous, avec Yamina Saeb. Bonjour. Bonjour. Qui est ingénieur économiste et aussi, je disais, un des auteurs du 6e rapport du GIEC avec une actualité. Vous n'allez pas pouvoir nous la dévoiler, mais on aura le 3e volet un lundi, le 4 avril, qui va parler notamment des solutions. Exactement. Et je vous invite, j'invite les auditeurs à regarder de très près ce rapport-là qui apporte beaucoup de nouveautés en termes de solutions. Parfait. Voilà, c'est un aspect aussi positif et comme je disais, c'est en fil conducteur de cette émission. Puis c'est important aussi d'avoir un acteur aussi pour en parler. Là encore, quelqu'un que l'on retrouve ici dans cette émission, le rendez-vous du Mondial du bâtiment. Frédéric Gall, bonjour. Bonjour. Voilà, qui est directeur de programme à Bouygues Construction. Quelques mots supplémentaires si vous voulez vous présenter. Je suis en charge de piloter la modernisation des métiers de l'entreprise. Voilà, parfait. Alors, vous allez pouvoir nous éclairer aussi sur ce que représente pour vous cette notion de coût global qui dépasse largement le simple coût de l'investissement. C'est une approche qui prend en considération, on va dire, tous les coûts engendrés au cours de la vie d'un bâtiment et qui nécessite aussi des critères de choix et finalement aussi des critères environnementaux derrière tout ça parce que ça rentre de plus en plus en ligne de compte. Peut-être un éclairage d'abord avant qu'on soit très économiste, on va dire, sur ce sujet de coût global. Avec vous, Yamina Saeb, peut-être pour en parler de cette approche aussi qui est nécessaire avec beaucoup de travail et d'enjeux. C'est une question d'ailleurs que j'ai posée dans le premier débat sur les notions de sobriété. Alors, je vous remercie de me poser cette question-là. Parce que la sobriété, en fait, c'est un concept qui est aussi vieux que la démocratie grecque, mais c'est un concept qui a fait son apparition dans le débat sur l'énergie dans les années 2000, d'abord en Allemagne, puis ça a vraiment pris en France, ça a pris en France grâce à l'association Negawatt notamment et grâce au scénario qu'ils ont développé. Mais aujourd'hui, la sobriété revient à la mode dans la recherche et je pense qu'elle va revenir également dans le débat politique. Elle est revenue sur la table grâce notamment au rapport du GIEC qui a été publié en 2018, le rapport spécial sur l'objectif du 1.5 qui est en fait la traduction de l'accord de Paris en termes d'émissions et d'actions. Ce rapport-là a montré que nous devons décarboner nos économies pendant la décennie actuelle. Il y a plus beaucoup de temps qui nous reste et qu'on doit faire très, très, très attention à ne pas s'enfermer, à ne pas mettre en place des solutions qui nous enfermeraient dans du carbone. C'est comme ça que la sobriété a réapparu ou peut-être qu'elle a apparu d'une façon plus importante d'un point de vue scientifique. Et là, aujourd'hui, on a la crise énergétique qui fait remonter le sujet de la sobriété au niveau européen et dans certains pays. Il y a eu plusieurs articles, par exemple, dans la presse française, et c'est très bien, c'est bienvenu. Donc la convergence, en fait, aujourd'hui, on est face à une crise climatique, à une crise énergétique, et je dirais aussi, dans le cas du bâtiment, on a aussi une crise du métier du bâtiment qui a besoin de se renouveler, de s'adapter au 21e siècle, et qui nécessite l'introduction de la sobriété. Alors la sobriété, c'est quoi ? Ce sont des mesures qui évitent en fait une consommation, une demande de matériaux, d'énergie. De terrain, d'eau et de ressources naturelles. Et tout en garantissant
pour tout le monde et pas juste pour les plus riches, en garantissant un habitat, dans le cas de l'habitat par exemple, un habitat décent. Et la décence, ce n'est pas ce qui est défini dans notre article sur la décence, qui est en fait un article qui devrait être labellisé un article de la non-décence ou de l'indécence, pardon. On pourra revenir là-dessus. C'est plutôt un habitat décent, et on pourra revenir sur la définition qu'il y a dans la littérature et pourquoi je pense que l'article de l'indécence devrait être labellisé, j'espère par la prochaine législature, comme un article de l'indécence et l'annuler, dans le cadre des limites planétaires. Et aujourd'hui, les limites planétaires, c'est le budget carbone qui nous reste, et le budget carbone qui nous reste ne nous permet pas, tous humains, et pas juste les Français, de vivre sur cette planète sur une période longue si on continue à consommer les ressources et donc à émettre du carbone et des gaz à effet de serre comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc là, on a posé les enjeux. C'est vrai que je pourrais vous faire parler. Vous glisserez un mot tout à l'heure de décence et d'indécence, mais c'est vrai que en une demi-heure, le sujet aussi doit être synthétisé. C'est un peu la difficulté, on va dire, de l'exercice. Mais on en arrive parce que c'est vraiment pas anodin et c'était important de poser ces enjeux-là au sujet de coût global. Hein. C'est ce que je disais, Maï Sissoun, parce que bon, déjà l'expliquer. Hein, ça représente en fait les trois phases de cycle de vie d'un bâtiment. Et dans tout ça, il y a des questions de ce qu'on appelle. Alors pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça que c'est important à préciser, d'externalité et si possible d'externalité positive, puis si on veut atteindre les objectifs. C'est un peu ça. En fait, effectivement, le coût global, c'est quelque chose de relativement simple, mais qui... alors, le terme anglais est plus proche de la vérité quand on parle de life cycle cost, du coût du cycle de vie. Et effectivement, le cycle de vie, c'est de la naissance à la mort. Pour les humains, c'est exactement la même chose. Et là, on va essayer de rassembler l'ensemble des dépenses et des coûts que l'on a sur l'ensemble de cette période. Et c'est ça qu'on va comparer et pas juste un investissement. Et alors, pour un peu rebondir ce qu'a dit Madame, effectivement, on devrait revenir à ce que certains de nos ancêtres, si on regarde un petit peu les bâtiments qui ont été construits un peu partout en France, que ça soit en Lorraine, que ça soit dans le Lyonnais, en Bresse, etc., les bâtiments sont des bâtiments basse consommation. Et les gens se travaillaient avec la nature et faisaient en sorte que la nature, ils suivaient leur bon sens, tout simplement. Mais le bon sens au sens paysan du terme. On est en train d'y revenir doucement, progressivement, et on a tous ces matériaux, ils existent, et on peut faire très facilement avec les... Alors, ne plus déconstruire et puis jeter, comme on a fait en déchetterie pendant des années, mais réutiliser et faire de l'économie circulaire, ça c'est l'un des points très importants, et effectivement, ça va participer dans l'analyse en coût global. Le fait de la récupération nous permet effectivement de diminuer déjà, ne serait-ce que les coûts d'investissement. Après, effectivement, les coûts de fonctionnement, si les bâtiments sont bien conçus, et moi, en tant qu'ingénieur frigoriste au départ agroalimentaire, un bâtiment, il consomme pas, sinon je peux pas stocker mes produits dedans. Donc effectivement, l'objectif... Parce que finalement, c'est l'utilisation d'un bâtiment qui est souvent la plus... finalement, qui représente le plus dans ce coût total d'un projet. La problématique, c'est l'utilisateur final. Ouais. Je suis désolé, mais... Et donc, on est en train, aujourd'hui, avec toutes nos missions d'assistants en développement durable et autres, c'est de rédiger des notices de fonctionnement et d'utilisation des immeubles les plus proches possibles pour que les utilisateurs finaux utilisent correctement le bâtiment pour ne pas consommer et donc maîtriser notre bilan carbone. Alors on va voir, on va dire du côté de ceux qui ont les mains dans le cambouis aussi. Dans le cambouis, oui. Exactement, Frédéric Gall, cette notion de coût global dont on parle beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment une approche qu'on a dans le secteur ? Donc, en fait, c'est une approche effectivement dont on parle maintenant depuis, j'ai envie de dire depuis une dizaine d'années, et en fait qui a été liée, on va dire en montée en compétence des entreprises, liée au premier PPP, parce que on s'est retrouvé en tant que mandataire à devoir prendre l'engagement de coûts de fonctionnement des bâtiments, donc de devoir maîtriser finalement non plus que la construction, mais l'exploitation de ce que l'on construisait. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, toutes les grosses entreprises qui ont participé à ce jeu, maintenant maîtrisent et ont une bonne vision de ce qu'est le coût global, de comment est-ce que ça peut être maîtrisé. Maintenant, et c'est l'échange qu'on avait, c'est pas parce que vous savez le faire que vous le faites systématiquement. Quelle est la demande de votre client ? Vous devez répondre à un marché. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que 80% de la demande se cantonne à un prix de construction et pas à un coût global. Donc du coup, quand vous êtes jugé
sur uniquement un prix d'achat et pas un prix global, y compris exploitation, vous optimisez ce sur quoi vous êtes jugé, vous êtes noté, et vous pouvez gagner le projet. Et on voit aujourd'hui, moi, j'adore ces sujets d'offre globale, parce que je trouve que c'est celle qui déjà, en tant que, vu le fait que je paye des impôts, je suis ravi que mon argent soit bien utilisé, et je pense que dans ces offres globales, c'est là où il est le mieux utilisé, dans le sens où l'entreprise et l'ensemble des acteurs, y compris le mainteneur, vont intervenir dès les premières phases de conception. Et du coup, j'ai pas mal d'exemples concrets, mais on ne construit pas de la même manière en offre globale quand on a la responsabilité d'exploitation qu'en appel d'offres travaux. Je ne dis pas qu'il faut faire que de l'offre globale, sinon on pourrait faire de l'offre classique, mais si on fait de l'offre classique, la maîtrise d'ouvrage doit monter en compétences et de manière conséquente pour imposer des solutions intéressantes en coût global. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une compétence globale du marché. Je pense que l'ensemble des acteurs sont montés en compétence sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, le type d'appel d'offres auquel on est confronté ne permet pas de s'engager et de mettre à profit toute cette intelligence au profit des bâtiments qu'on construit. Alors, je ferai réagir Mike Sisson, mais sur l'aspect aussi, puisqu'on parle ici aussi de hors-site, ça représente d'ailleurs à peu près combien, j'allais dire, dans votre activité. Et vous, est-ce que vous pensez justement que le hors-site, entre guillemets, pourrait faire bouger en partie les lignes sur ce sujet-là qui est connu, mais pas nécessairement abordé ? Alors, le hors-site, aujourd'hui, je pense que c'est même pas l'épaisseur du trait du chiffre d'affaires d'un groupe comme Bouygues Construction. Est-ce que ça peut faire bouger les lignes ? En fait, oui, évidemment, parce que dès qu'on va rentrer dans des méthodes plus industrielles, et là je reboucle sur ce qui a été dit tout à l'heure en termes d'économie circulaire, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut avoir en tête de comment est-ce que je construis et comment est-ce que je déconstruis, je n'ai pas dit démolir, déconstruire, j'ai besoin de rentrer dans des procédés beaucoup plus industriels, beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Le hors-site va m'apporter toute cette vision-là. Et donc, oui, le hors-site est une des réponses, mais je pense que, je le redis, la réponse majeure, c'est la contrainte. Et la contrainte, c'est les appels d'offres auxquels on répond. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne peux qu'inciter les maîtres d'ouvrage à être beaucoup plus, on va dire, imposants, impactants dans la notation des réponses à appels d'offres sur ces sujets de coût global qui sont stratégiques. Et Yamina, tout à l'heure, on a fait la démonstration. Enfin voilà, aujourd'hui, il faut absolument prendre en compte ces problématiques liées au changement climatique. Alors, il y a Mina Saeb, justement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'est en train de dire Frédéric Gall, qui montre bien clairement que c'est un sujet, on va dire, qui est connu, mais pas nécessairement pris en compte? Alors moi, je pensais que Frédéric allait donner des chiffres plus positifs sur la construction hors site chez Bouygues, parce que c'est quand même le numéro 1 ou numéro 2 mondial. Donc c'est assez décevant de ce qu'il vient de dire, parce que une chose est claire, on ne va pas pouvoir rénover la France ou l'Europe avec comme on a l'habitude de faire en ce moment. Sans le hors-site, on ne va jamais réussir. Et si vous regardez par exemple le stock du bâtiment français, il y a à peu près dans le résidentiel, il y a à peu près 56% du stock qui a été construit après la Seconde Guerre, et donc qui a été construit dans l'urgence. Mais c'est dans l'urgence que le secteur du bâtiment a innové. Et je pense que c'était la dernière fois que le secteur du bâtiment a innové. Mais Frédéric pourra peut-être me contredire, me donner d'autres chiffres, parce que c'est un secteur qui est en fait où il n'y a pas eu d'innovation depuis la période depuis la construction, les constructions de la Seconde Guerre. Et pendant cette période-là, donc on a construit pour la première fois de façon industrialisée. Pourquoi ? Parce qu'on était en situation d'urgence. Encore une fois, c'est quand on est en situation d'urgence, et c'est pour ça que je suis positive, parce qu'aujourd'hui on a 2 urgences climatiques et énergétiques, que l'industrie va innover et les politiques aussi. Et donc en situation d'urgence, il fallait construire, loger les Européens de façon rapide, parce qu'ils se sont retrouvés dehors sans logement. Et là, le secteur de la construction a innové, a industrialisé un petit peu les processus. Alors bien sûr, ces bâtiments qui ont été construits en situation d'urgence sont très très mal construits. D'abord, ils sont laids pour la plupart, et puis en plus, ils sont mal construits du point de vue thermique et énergétique, parce que c'était pas une problématique qui était prise en compte. Mais ils constituent une opportunité incroyable pour rénover la France et l'Europe. Pourquoi ? Parce que
ces bâtiments-là peuvent être rénovés avec du hors-site. Mais ça ne se fait pas. Et quand d'ailleurs, on vient de le voir. On a eu un bel exemple avec Energy Sprong à Waterloo. 160 bâtiments faits comme ça en 1 à 2 semaines sans embêter qui que ce soit, j'allais dire. C'est faisable. Voilà, c'est faisable et à un coût. Alors, j'aime bien l'expérience d'Energy Sprong, mais les coûts sont encore très élevés. Et ils en ont conscience, oui. Voilà. Mais c'est pas la faute à Energy Sprong. C'est le fait que d'abord la rénovation n'est pas obligatoire. Elle n'est pas demandée dans la loi. Ce n'est pas obligatoire. Même le paquet énergie-climat que propose la Commission européenne pour que nous puissions aligner nos objectifs climatiques avec l'accord de Paris ne prévoit pas de rendre la rénovation obligatoire. Ensuite, les coûts là, des artisans, le prix moyen qui circule à Bruxelles sur la rénovation pour faire de la rénovation profonde est de l'ordre de 1 200 € par mètre carré. Et vous imaginez, si vous avez 100 mètres carrés, cela voudrait dire qu'il vous faudrait 120 000 € pour rénover votre logement. Mais vous imaginez l'arnaque ? Mais personne ne va rénover son logement à ce prix-là. Par contre, si on industrialise, on va réduire les coûts, on va pouvoir rénover, augmenter l'échelle de rénovation et réduire les coûts et rendre la rénovation possible. Aujourd'hui, elle n'est pas possible. Moi, je pense que sans le hors-site, on oublie le projet de rénovation. Au moins, ça c'est clair et ça c'est dit. Alors, je vois, si vous entendez de temps en temps, Mike Sissoun fait son commentaire dans le micro, donc je sais qu'il est prêt à réagir, mais il n'y a pas de souci, c'est tout à fait logique. C'est un sujet évidemment qui vous passionne. Commentez ce qu'a dit Frédéric Gall, parce que c'est quand même, c'est quand même marquant aussi. Et ce que vient de dire Yamina Sahem. Alors, ce qu'a dit Frédéric, je le rejoins tout à fait. Ça, c'est l'analyse en coût global, c'est développé de fait par les fameux PPP, les partenariats publics-privés. Et c'est ce que je voulais dire à Frédéric, l'intérêt, nous, en tant qu'effectivement économistes, on intervient directement avec le programmiste. Parce que pour moi, c'est vraiment le programmiste qui est le premier à poser les pierres de la conception d'un immeuble. Et on intervient avec le programmiste en mettant des bases de performance pour impliquer effectivement la maîtrise d'œuvre derrière, architecte et bureau d'études, à rester dans des clous pour que moi, mes coûts de fonctionnement derrière, de nettoyage, de remplacement et autres, soient le plus bas possible. C'est toute la démarche. Et nous, notre démarche, c'est une démarche de maintenabilité. C'est l'objectif et on essaye de voir si tout ça fonctionne correctement. Donc, effectivement, les grands groupes font un peu de hors-site et d'industriel, mais d'ailleurs, très peu. Je sais que Frédéric Gall est prêt à vouloir réagir. Là, je sais, on me l'a signalé dans mon oreillette, comme on dit. Donc, je lui passe la parole dans un instant. Allez-y. Oui. Alors, effectivement, le hors-site, il n'est pas très développé chez nous. C'est un peu dommage. Alors, effectivement, moi, je viens de l'industrie agroalimentaire et donc, je sais, l'analyse en coût global, on le fait de fait pour que nos produits soient les plus performants et les moins chers possibles. Et l'avantage d'industrialiser le bâtiment, d'abord, c'est effectivement, ça permet de rénover les immeubles anciens beaucoup plus rapidement et surtout, le fait de le faire de façon industrielle, il y a énormément d'avantages. Alors, financiers, bien sûr, c'est un peu plus cher à l'investissement au départ, mais on gagne énormément en délai, c'est-à-dire qu'un bâtiment qui est construit en hors-site, on va arriver à diminuer le délai de 1 à 2 ans, mais ça fait 1 à 2 ans de loyer en plus. Donc, si on la balance entre l'investissement et les rentrées de loyer, on est gagnant de toute façon. Enfin, le maître d'ouvrage est gagnant. Et souvent, c'est ce que les propriétaires bailleurs ont du mal à saisir. Et alors, les difficultés, on en trouve dans les bâtiments complexes, mais pour les bâtiments de logement ou logements étudiants ou fameux les foyers de personnes âgées, effectivement, on en parle suffisamment. Mais on a commencé à faire des approches, mais on a du mal à leur faire réaliser ce genre de bâtiment. Alors, Frédéric Gall, qui est prêt à commenter, évidemment. Non, moi je suis en phase avec ce qui a été dit et je pense effectivement, donc moi si j'ai pris ce poste de modernisation des métiers, c'est que je suis convaincu qu'aujourd'hui effectivement on va dire le secteur de la construction globalement n'a pas innové, n'a pas fait de transformation digitale. Mais là où je suis quand même optimiste et largement positif, c'est que je pense qu'on a un momentum pour faire cette transformation-là et que les différentes contraintes, que ce soit énergétique ou climatique, pour moi globalement c'est la même, c'est une contrainte carbone. Et je pense que cette contrainte carbone-là va imposer l'industrialisation. Donc aujourd'hui, nous, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais on a fait un partenariat avec Dassault Systèmes, justement qui est l'éditeur français, qui aujourd'hui est leader mondial on va dire des logiciels pour l'industrie. Et c'est pas anecdotique, c'est que clairement on imagine et on pense faisable une industrialisation du secteur de la construction. Et donc aujourd'hui on est en train de tester avec notre partenaire
de comment on pilote une usine demain. Donc il y a ce hors-site-là qui est possible, mais on teste aussi d'autres types d'industrialisation. On a rendez-vous aujourd'hui avec un grand bailleur qui va lancer de grosses opérations d'énergie Sprong. On a lancé une offre Bisprong avec les objectifs effectivement de diviser par 2 les coûts de ce type d'opération. Donc, on est sur le pont, on est convaincu que le secteur de la construction va radicalement changer dans les années à venir. On est convaincu que c'est une absolue nécessité, y compris pour aller rénover la totalité du parc qu'il y a à faire, y compris pour arrêter de construire carboné. Donc voilà, il y a eu des nominations, Fabrice Denis, pour construire autrement. Il y a une vraie mobilisation de l'ensemble des acteurs sur cette thématique-là, et je pense que les entreprises vont être au rendez-vous de cette transformation-là. Après, c'est une transformation culturelle, large, massive, et donc qui va prendre un peu de temps. Mais même Yamina va me dire, je pense qu'on n'en a pas beaucoup, je sais, et voilà, on s'active en tout cas pour mener à bien cette transformation-là, qui est absolument indispensable pour intégrer l'ensemble de ces problématiques dans le secteur de la construction et qui vont passer par une industrialisation et donc une digitalisation massive, parce qu'industrialiser sans digitaliser et sans les outils nécessaires est pour moi irréaliste. Exactement, mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a et de toute façon, il va falloir que ça s'accélère vite. On en parlait aussi tout à l'heure avec, on va dire, les acteurs des cimentiers, qui sont vraiment dans un mouvement d'accélération, parce que ça y est, enfin, j'allais dire, c'est pas trop tôt, mais on commence à comprendre l'urgence, Yamina Saeb. Moi, je sais pas, je pense que je suis plutôt choquée d'entendre Frédéric. Je suis désolée qu'on va accélérer, mais vous êtes too late. C'est juste, j'en reviens pas, quoi. J'avais travaillé, il y a 5 ans, j'avais travaillé pour la Commission européenne sur une étude sur l'état de la digitalisation du secteur de la construction en Europe. Et j'étais arrivée à la conclusion qu'il y a 5 ans déjà, qu'on était déjà en retard. Et là, j'entends que, on va accélérer, mais il faut trouver le moyen une machine pour remonter le temps et rattraper le temps que vous avez déjà perdu. Alors, il y a une chose aussi importante qu'il faut garder en tête, c'est que on dit souvent que le marché du bâtiment et le marché de la rénovation est un marché local, donc il ne va pas être délocalisé, etc. Alors ça commence à être un mensonge parce que il y a des investisseurs étrangers qui regardent notre marché, quand je dis notre marché, le marché européen, parce que nous allons être très probablement la première région du monde où le secteur de la construction sera presque uniquement un secteur de rénovation. Et du coup, ces investisseurs-là, ils vont pas attendre, je suis désolée, que Bouygues ou Vinci se réveillent. Voilà, au moins vous l'avez dit. Juste un mot, parce que vous vouliez parler de décence et indécence aussi tout à l'heure. En quelques mots, qu'est-ce que vous vouliez dire derrière ça? Parce que vous m'avez dit, je vais le dire un peu plus tard, c'est maintenant, parce qu'il nous reste 5 minutes de séquence. Alors ça, c'est un autre choc que j'ai. Donc j'ai un choc parce qu'on ne s'industrialise pas, on perd le leadership point de vue industriel, mais on perd aussi le leadership sur nos acquis sociaux. Le décret d'essence prévoit que des logements rénovés à 450 kWh par mètre carré par an, en fait, au niveau de la classe, l'une des classes qui est en bas, ça c'est de la décence, ça c'est décent. Et en fait, quelqu'un qui est en situation de précarité, c'est déjà très bien qu'on lui permet de mettre un thermostat qu'on lui paye grâce à la prime rénov, qui est en fait un gouffre financier et une catastrophe écologique et économique, de remplacer son thermostat sans sortir de la précarité énergétique. Je suis désolée, mais ça c'est vraiment du foutage de gueule. Et ce que je pense les politiques et en général ne comprennent pas, c'est que on ne peut pas avancer. On a atteint un niveau de développement dans nos sociétés qui fait que on ne pourra plus avancer avec 2 vitesses différentes, avoir des personnes, une partie de la société qui habitent dans des logements vraiment décents, donc qui peuvent se permettre de se chauffer, etc. Et puis après, le reste de la société, et ce reste-là est en train de grandir, la part du reste est en train de devenir de plus en plus importante, ne pouvant même pas se chauffer ou souffrant des grandes chaleurs pendant l'été. Ce que ça va faire, le décret d'essence, ce que ça va faire, ça va juste augmenter les rangs des gilets jaunes. Voilà ce que ça va faire.
Alors au moins vous n'avez pas votre langue dans votre poche et on a bien compris les enjeux. Peut-être Frédéric Gall voulait réagir parce que vous entendez d'un côté comme ça une expert qui vous dit, mais on le sait bien parce qu'il ne faut pas d'ailleurs pointer du doigt qui que ce soit, on ne parle pas que de ce secteur-là, mais c'est vrai qu'on sent depuis 2-3 ans qu'il y a comme une accélération, mais on dit c'était presque il y a 20 ans, il y a 30 ans qu'il fallait accélérer. Non, mais malheureusement, je partage le constat. J'ai mis en place la comptabilité carbone du groupe il y a une dizaine d'années, donc je ne peux que partager ce constat-là. Mais après, malheureusement, c'est pas juste en déclarant qu'on fait changer les choses. Il y a quand même une culture forte. On est dans un milieu très éclaté, énormément de petits sous-traitants qu'il faut former, qu'il faut amener avec nous, qu'il faut convaincre de cette transformation-là. Ce n'est malheureusement pas juste les 60 000 collaborateurs d'un grand groupe à transformer, c'est déjà difficile. Mais on parle de centaines de milliers de personnes, voire de millions de personnes liées au secteur, à tout un écosystème en place depuis des années, qui construit de la même manière depuis des centaines d'années, qu'on doit remettre à plat. Ça prend du temps, ça prend une énergie folle. Et effectivement, moi j'encourage les maîtres d'ouvrage à être un peu plus challengeants sur ce sujet-là, parce qu'il n'y a que la contrainte qui fait progresser. Et donc vraiment, que ce soit sur des sujets de coût global ou sur des sujets de carbone, j'encourage vraiment nos maîtres d'ouvrage à vraiment challenger l'ensemble des acteurs sur ces thématiques-là, parce que c'est ce que je disais en introduction, on est prêt. Mais aujourd'hui, c'est simple. Nous, on a des offres industrielles qu'on est en train de développer. Je prends l'exemple d'Energy-Sprang. Pour l'instant, elles sont plus chères que des offres traditionnelles. Donc, nos maîtres d'ouvrage nous disent non, mais vous faites un peu d'industriel, après vous faites du traditionnel. Mais on va pas faire ça toute notre vie. À un moment, il faut shifter et faire des investissements nécessaires. Le décréter, c'est assez facile. Je suis d'accord, il faut le faire. Le mettre en place. Il y a une transformation, un accompagnement du changement à mener au quotidien, une énergie folle, et vraiment, on mesure pas, avant de l'avoir fait, la quantité d'efforts à mener pour transformer un secteur. Et je peux vous assurer qu'on y laisse beaucoup d'énergie, mais sur les constats sont pleinement partagé, merci à vous malheureusement pas que depuis hier. Merci pour cet éclairage. Je vois le temps qui file parce que c'est pas facile en 30 minutes de partir de la notion de coût global, de bien comprendre finalement et à travers vos exemples que le hors-site peut réduire les coûts d'exploitation, mais qu'on en est encore loin en la matière en France, qu'il y a beaucoup de choses à faire pour avancer et transformer un secteur. Donc Maï Sissoun, j'allais dire en conclusion, que vous inspire cette thématique sur laquelle on pourrait, parler encore pendant un long moment, parce qu'elle est centrale. Alors, parler un long moment, mais je pense qu'en plus, il faut qu'on remue un peu nos administrations et nos politiques, parce que le gros point bloquant au sens aussi aujourd'hui dans la construction, c'est nos assureurs, nos garanties décennales et tout, et il y a des choses qui sont pas comprises dans les garanties décennales qu'on ne peut pas faire, notamment les sujets d'économie circulaire, des sujets d'économie circulaire, de réemploi dont on parle beaucoup. On voudrait le faire, mais c'est très... et tout ça, c'est pas, les assureurs veulent pas le prendre en compte et tout, parce que tout dépend qui va être le responsable, celui qui fait la construction, qui fait de ses mains, ou celui qui a modifié alors comment on va y aller là? Il y a une urgence là. Personne ils se sauvent, ils veulent pas répondre. D'accord, donc ça c'est compliqué aussi. C'est un gros problème. Bon allez, vous êtes optimiste quand même? Je suis très optimiste, oui. Depuis 35 ans que j'anime des cours de coût global au CSTB, je pense que j'y crois vraiment depuis un moment. Merci beaucoup à vous pour votre éclairage. Et puis voilà, c'était pas simple de résumer, comme je disais, en 30 minutes un sujet aussi majeur, mais vous avez mis en avant, on va dire, les points saillants. Merci à vous, Maï Sissoun, donc ingénieur économie. Je rappelle ce livre, Outils pour sécuriser les contrats de maintenance de bâtiments, aux éditions Le Moniteur. Comme ça, on a tous les détails aussi sur ces sujets-là. Frédéric Gall, aussi directeur de programme chez Bouygues Construction, qui nous a bien éclairé aussi sur ces sujets de votre point de vue, on va dire. Et puis Yamina Saeb, donc un des auteurs du 6e rapport du GIEC. J'ai bien entendu le 4 avril et j'invite tout le monde à regarder de près, parce que là on parle de solutions. On en parlait avec Hervé Letreut en introduction. On peut se dire presque que c'est trop tard, mais non, il y a des solutions, mais il faut le faire et il faut le faire maintenant. Voilà, on peut pas le dire autrement. Allez, on marque une dernière pause et puis alors on va s'apaiser un petit peu sur ces sujets-là. On va peut-être un peu quitter le climat, mais pas vraiment, parce qu'on va parler de rafraîchissement passif, et là aussi finalement il y a des enjeux climatiques derrière tout ça. Ce sera dans la séquence tendance et design dans un court instant.
Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Construction 4.0, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.